Bonjour à tous. En ce moment sur Instagram, je reçois énormément de questions sur comment venir en Russie, comment passer 2 semaines en tant que touriste en Russie, est-ce que c'est possible? Et donc j'ai décidé de répondre à toutes ces questions dans une petite vidéo, essayer de vous expliquer un petit peu tout le processus pour venir en Russie et les possibilités que vous pouvez avoir. Donc déjà la première question qu'on me pose très souvent c'est est-ce que c'est possible de venir en Russie, de faire du tourisme en Russie en ce moment? Si vous entendez du bruit, c'est le chien qui veut pas aller se coucher. Lucky, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille. Je travaille là, ça se voit pas mais je travaille. Va faire dodo. Tu sens pas bon. Donc déjà la première question qu'on me pose très souvent c'est est-ce que c'est possible de faire du tourisme en Russie en ce moment? Et donc oui évidemment la Russie est ouverte, les frontières sont ouvertes, c'est tout à fait possible. Ce qui est rendu plus difficile par les sanctions occidentales, c'est déjà le vol qui est beaucoup plus cher puisqu'il faut passer par un transfert par des pays comme la Turquie, Azerbaïdjan. J'étais passée même par... J'étais passée par où moi? J'étais passée par l'Algérie il me semble une fois aussi. Donc ça évidemment ça double le temps de vol et ça rend les billets beaucoup plus chers qu'ils ne l'étaient avant, mais ça reste faisable. Ensuite une autre difficulté évidemment c'est que les banques occidentales ne fonctionnent plus en Russie et donc il faut ouvrir un compte, c'est le plus simple je pense, d'ouvrir un compte quand on arrive en Russie. Ce qui est aussi faisable parce qu'en Russie les services sont très rapides, donc si vous avez déjà rassemblé tous les papiers, en général il faut une traduction du passeport comment on dit ça en français? Officiel. Votre passeport, votre carte de migration que vous obtenez en arrivant en Russie. Souvent, il faut aussi un enregistrement en Russie, ce que vous obtenez à l'hôtel. Donc ça se fait en fait, c'est assez rapide. Moi, en 20 minutes, j'avais un compte chez Raiffeisen. Sinon, il y a l'option de la banque T-Bank qui vous envoie un taxi. Ça vous évite de vous déplacer. Et puis, ils ont pas mal de personnel qui parle anglais. Moi, quand ils m'appellent, en ce moment, ils me parlent en anglais, je sais pas pourquoi. Enfin, parce que c'est marqué que je suis une étrangère sur mon dossier, je suppose. Donc, c'est tout à fait faisable, c'est assez rapide. Faut juste penser à bien regarder sur le site de la banque quels documents exactement vous seront demandés quand vous arriverez. Après ça, la plupart des gens qui voyagent entre la France et la Russie en ce moment, d'après ce qu'ils me racontent, ils prennent tout simplement de l'argent en liquide, des euros en liquide en France, qu'ils emmènent en Russie, et puis ils changent ces euros en roubles et ils remettent ça sur leur compte en banque. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Après, si vous avez des connaissances en Russie, ils peuvent vous aider avec ça, bien sûr, mais si vous vous déplacez seul, je pense que c'est la solution la plus pratique, disons. Lucky va faire dodo, j'ai rien pour toi. Va faire dodo. Lucky, stop. T'es pas drôle. Bon, très bien. Non, 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 on va pas dehors. N'oubliez pas aussi que si vous voulez venir profiter de la Russie et de ce bel hiver, une des choses les plus importantes à faire, c'est bien sûr d'apprendre un petit peu la langue pour pouvoir vous débrouiller, au moins lire des panneaux, communiquer un petit peu avec les locaux, avec les Russes. Ça vous donne un avantage énorme, même si vous connaissez seulement quelques mots ou quelques phrases en russe. Donc, d'où le sponsor de cette vidéo, Rosetta Stone, que vous connaissez déjà, puisque ça fait un moment déjà qu'ils soutiennent ma chaîne. Merci à eux. Donc, Rosetta Stone, c'est un programme, moi j'utilise l'application sur le téléphone, qui permet d'apprendre à son rythme et qui est vraiment basé sur l'immersion dans la langue. Donc, on ne passe pas par des heures d'exercice de grammaire et d'apprentissage par cœur de règles, ce qui me correspond très bien parce que moi, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup. J'ai du mal avec la grammaire, commencer par ça en tout cas. Donc là, vous êtes plongé en immersion dans la langue. Donc vous apprenez avec des images, des petits textes. C'est très instinctif en fait comme méthode. C'est un petit peu comme un enfant qui apprend sa première langue, juste par l'expérience, par l'écoute, en observant. Et donc moi, c'est vraiment ma méthode préférée. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description pour essayer par vous-même. Et moi, je vais arrêter cette vidéo parce que j'ai les mains gelées. Et grâce à mon lien en description, vous obtenez 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime qui vous donne accès aux 25 langues de l'application à vie. Donc, n'hésitez pas à aller en profiter. Pour ce qui est des documents pour venir en Russie, vous avez besoin d'un visa. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a un nouveau visa qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, le e-visa, visa électronique, que vous pouvez obtenir très facilement en ligne, je vous mettrai le site dans la description. Donc vous remplissez le formulaire en ligne, posez votre candidature, ça coûte 50 €, ça prend 4 jours ouvrés pour recevoir le visa, et il vous permet de voyager pendant 1 mois en Russie, donc sans restriction. Donc très pratique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Après, vous imprimez juste le visa, enfin vous n'avez même pas besoin de l'imprimer. Moi, quand j'ai repassé les frontières en décembre, revenant de France, ils m'ont même pas demandé parce que de toute façon c'est dans leur système. Ensuite, pour réserver un hôtel, moi en général j'utilise le site Yandex Travel en anglais ou Yandex Путешествия en russe. Je vous mettrai aussi tous les liens dans la description. Ce site permet de réserver des hôtels, des avions ou des trains, donc très pratique. Donc là encore une fois c'est un peu compliqué pour payer à l'avance évidemment si vous n'avez pas de compte en banque en Russie, donc soit il faut s'arranger avec des personnes que vous connaissez sur place, soit trouver des hôtels qui vous permettent de payer à l'arrivée.
en liquide sans doute, plutôt que réserver et payer directement en ligne. Après, une fois que vous êtes en Russie, les hôtels se prennent assez facilement. Moi, je réserve très souvent en dernière minute, donc une fois que vous envoyez votre compte en banque, vous pouvez faire tout ça en ligne, évidemment. Donc il y a énormément de gens qui me demandent un budget pour 2 semaines de voyage en Russie, mais c'est très compliqué parce que tout le monde a des attentes très différentes. Moi, quand j'étais étudiante, je survivais avec vraiment quasiment rien. Je prenais des hostels où on était à une chambre de fille, par exemple, avec des lits superposés. Je prenais le train de nuit le moins cher, etc. Donc c'est possible de voyager pour quasiment rien, mais la plupart des gens ont des attentes différentes, donc je peux pas deviner ça pour vous. Mais vous pouvez très facilement regarder les photos sur le site, par exemple, comme Yandex Travel, où vous verrez du coup les prix et vous pourrez comprendre à peu près ce à quoi s'attendre. Donc à Moscou, pour une chambre d'hôtel propre, correcte, pour une nuit, je dirais que c'est à peu près dans les 5000, quelque chose comme ça, rien d'extraordinaire, mais une chambre de bon niveau. Et quand vous êtes dans des plus petites villes, en revanche, ce sera moins cher. Même chose pour la vie quotidienne. Je dirais que les produits coûtent à peu près la même chose qu'en France, en Russie. Ça dépend lesquels, bien sûr. Si vous allez dans des magasins moins chers, évidemment, vous pouvez trouver des choses assez abordables. Et puis si vous prenez des produits d'import, évidemment, ce sera beaucoup plus cher. Mais sinon, je dirais que c'est à peu près équivalent à ce qu'on a en France, peut-être un peu moins cher. Par contre, les services sont beaucoup moins chers. C'est là où on voit toute une différence. Donc tout ce qui est taxi ou service de restaurants ou de choses comme ça, les cafés, même les procédures cosmétiques, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. C'est là où on voit une vraie différence entre la France et la Russie niveau prix. Pour ce qui est du budget nourriture, les restaurants sont moins chers qu'en France. Je dirais qu'il vous faut à peu près 1200-1400 roubles pour avoir un bon repas dans un restaurant, donc avec plusieurs plats. Donc ça fait 12-14 euros, quelque chose comme ça. Mais en allant dans les cantines, dans les self-service, vous pouvez descendre largement en dessous de ça et avoir un repas copieux. Et puis à l'inverse, si vous voulez des repas plus luxueux, c'est pareil, il y a des restaurants absolument partout, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il y en a vraiment à tous les quatre coins de rue. Donc c'est pas difficile de se nourrir. Si vous voulez rester à l'hôtel aussi, il y a énormément de services de livraison, comme par exemple Yandex Yeda, ça s'appelle, ou Ozon, des choses comme ça. Il y a énormément de services de livraison très rapides qui vous laisseront votre repas ou même vos produits alimentaires devant la porte. Donc en général, les gens qui viennent en Russie pour la première fois, ils ont envie de voir Moscou et Saint-Pétersbourg. En 2 semaines, c'est tout à fait faisable. On peut même rajouter une petite ville aux abords de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Donc par exemple, aux abords de Moscou, il y a des villes intéressantes comme Vladimir, Souzdal, Sergeïev Posad. Donc ça, c'est à 1 ou 2 heures de Moscou et ça se fait bien, ça se fait rapidement. Et si vous voulez avoir une idée un petit peu, un aperçu de ce qu'est la vie en Russie en dehors des grandes villes, je pense que ça vaut le coup d'y faire un tour pour une journée par exemple. Donc pour les déplacements, bien sûr, il y a l'avion. Moi je trouve pas ça le plus pratique, honnêtement. Le train est souvent quand même plus pratique parce que pour l'avion il faut se déplacer jusqu'à l'aéroport, très souvent c'est un taxi, ça rajoute des frais et ensuite attendre pendant des heures et des heures. Donc moi en général je préfère le train pour voyager par exemple entre Moscou et Saint-Pétersbourg. En plus en ce moment il y a quand même pas mal de délais dans les vols à cause des drones, donc il faut prévoir de la marge, disons. Donc pour ce qui est des trains, après vous avez le choix entre le train de jour, très souvent le plus simple entre Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est le Sapsan, donc un train rapide qui prend à peu près 4 heures. La seule chose c'est que il vaut mieux ne pas s'y prendre en dernier moment pour réserver ce genre de train parce que les prix explosent en dernière minute, alors que si vous réservez ça à l'avance, vous en aurez pour à peu près 3000 roubles, donc à peu près 30 euros. Le cours du rouble change assez rapidement, donc il vaut mieux vérifier ce que je dis, mais je pars du principe que on en est toujours à 1 euro est égal à 100 roubles, juste pour simplifier un petit peu les calculs. Et sinon, à part les trains de jour, vous avez aussi les trains de nuit en Russie que j'aime beaucoup. Et donc là, les prix vont de 1000 roubles pour le Platskart, c'est-à-dire le train le moins confortable, enfin le wagon le moins confortable, qui sera un wagon ouvert où vous aurez des compartiments ouverts en fait, de 6 personnes. Donc c'est l'option la moins confortable, mais vous pouvez en trouver pour 1000 roubles, donc l'équivalent à peu près de 10 euros. Ensuite, il y a l'option coupée qui est à peu près à 5000, 7000 roubles, ça dépend des jours de la semaine. Si c'est un vendredi soir, ce sera plutôt 7000 roubles, donc 50, 70 euros, où vous serez à 4 et c'est quand même plus confortable. Et ensuite, si vous avez la folie des grandeurs, il y a bien sûr les wagons individuels où vous serez juste à 2 dans une cabine, etc. Mais ça, j'avoue, je n'ai jamais essayé. Moi, le train de nuit, je trouve ça super sympa. Les gens sont en général très accueillants, très ouverts, et s'ils voient que vous êtes étranger, ils vont essayer de vous aider. Donc sinon, pour prendre le train de nuit, c'est vraiment très simple, c'est à peu près comme un train normal. En Russie, partout, vous montrez votre passeport et non pas votre billet, enfin la plupart du temps en tout cas. Dans les trains de nuit, c'est le cas. Et donc ils vont vous indiquer où est votre cabine, où est votre couchette, et tout se fait vraiment facilement, c'est pas difficile à comprendre. Ensuite, une question importante, est-ce qu'il vaut mieux voyager en Russie pendant l'été ou pendant l'hiver ? Alors déjà, je vous déconseille les demi-saisons parce qu'il y a beaucoup de pluie et de boue, donc c'est pas vraiment le meilleur moment pour voir la Russie sous son meilleur angle. Et après, l'été ou l'hiver, évidemment, ce sont deux ambiances complètement différentes, donc ça dépend, je pense, plutôt des goûts personnels.
Cette année, on a eu énormément de chance à Moscou et à Saint-Pétersbourg parce qu'il y a eu beaucoup de neige, donc tout était vraiment très beau. Et ça donne vraiment envie de voyager quand il y a de la neige partout. Mais c'est pas le cas tous les hivers. Les 2 ou 3 hivers précédents que j'ai passés en Russie, c'était plutôt, enfin, on tournait autour de -5, 0 degrés. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment agréable de voyager pendant l'hiver parce que vous avez de la neige à moitié fondue un petit peu partout. Ça rend les déplacements assez difficiles. Vous êtes en permanence couvert de boue. Donc l'hiver, ça dépend vraiment de votre chance, disons. Après, si vous allez dans des plus petites villes, vous avez quand même plus de chances d'avoir plus de neige. Mais à Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, dans tous les cas, la neige dans le centre, elle fond quand même assez rapidement. Donc c'est très sympa pour les décos de Noël, pour l'ambiance, surtout avant le Nouvel An. Mais par contre, beaucoup de boue partout, il faut s'y attendre. Si vous êtes juste avant le Nouvel An, il va y avoir beaucoup de monde partout. La période du Nouvel An en Russie, c'est toujours une période de folie. Les gens courent partout, ils font des emplettes pour le Nouvel An, ils se préparent, etc. Donc il y a une ambiance très sympa, mais les gens sont un petit peu hystériques. Donc c'est vraiment, si ça vous intéresse de voir un petit peu l'événement qui est le Nouvel An, c'est intéressant, mais il y aura du monde partout. Moi personnellement, pour une première visite, je recommanderais plutôt l'été, parce que l'été à Moscou est super agréable, je trouve. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, les gens se promènent partout. Les Russes, pendant l'été, revivent. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ils sont de nouveau souriants et heureux, alors que l'hiver, ça peut les transformer en ours, disons. Et puis la nature russe est aussi magnifique pendant l'été. Tout resplendit, donc je sais pas. Moi, je pense que à choisir, j'irai vraiment pendant l'été la première fois. Et si vous êtes un fou furieux d'aventure hivernale, dans ce cas, il vaut mieux aller plus loin que Moscou et Saint-Pétersbourg pour être sûr d'avoir de la neige. Donc je sais pas, Mourmansk pour voir les ours polaires et les aurores boréales peut-être. Un autre point difficile quand on arrive en Russie, c'est d'obtenir une carte SIM. Donc je pense que le plus simple, c'est d'essayer d'obtenir une eSIM internationale, parce que maintenant obtenir une carte SIM russe, c'est assez difficile. Il y a tout un processus qui a été mis en place l'année dernière et qui complique beaucoup les choses. Je sais pas très bien pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, parce que ils essayent d'attirer les touristes en un sens en mettant par exemple en place le e-visa, et d'un autre côté ils rendent les choses bien plus difficiles pour obtenir une simple carte SIM. C'est pas très compréhensible, mais bon. Du coup, en gros, pour obtenir une carte SIM, si vous voulez en avoir une en Russie, il faut rassembler quelques documents. N'hésitez pas à vérifier juste avant de partir, parce que, encore une fois, ces choses changent. Donc, ce que je peux vous dire maintenant, ça sera peut-être pas valable dans un mois. Et je pense qu'il vaut mieux prendre une solution temporaire, une eSIM internationale, si c'est faisable pour vous, parce que ce sera plus facile. Sinon après vous pouvez peut-être vous débrouiller juste en ayant accès à internet à l'hôtel, et puis il y a pas mal d'endroits en ville où vous aurez aussi accès à internet, donc des cafés, même parfois le train ou le métro, mais évidemment ça rend les choses plus difficiles. Sinon il faut demander à quelqu'un, un local, de vous prêter une carte pendant les 2 semaines que vous passerez là-bas. 2 choses importantes avant d'oublier aussi, c'est 2 autres documents dont vous aurez toujours besoin en Russie. La carte de migration, c'est une petite carte en papier, un petit morceau de papier qui vous donne quand vous passez la frontière, qui vous font signer. Surtout ne la perdez pas, parce qu'ils vont vous la redemander quand vous repassez la frontière en sens inverse. Et si vous la perdez, je sais pas ce qui se passe, mais c'est sans doute pas une bonne idée. De toute façon, vous en aurez besoin à chaque fois que vous ferez une démarche, que ce soit ouvrir un compte en banque ou quoi que ce soit. Et même dans les hôtels, ils peuvent vous la demander aussi. Le deuxième document, c'est un enregistration comme ils disent. Donc c'est un document qui est obligatoire. Vous devez l'obtenir dans les 7 jours après votre arrivée en Russie. La plupart des hôtels vont vous proposer ce service. Parfois, ça coûte 2 € de le faire. Mais vérifiez quand même avant de réserver un hôtel qui propose bien ce service, parce que ça m'est déjà arrivé, surtout dans les hôtels où on fait le check-in tout seul. Là, ils vous proposent pas forcément ce service, donc faites attention à ça. Mais la plupart des hôtels dans le centre-ville permettent de faire ce genre de service, donc ça prend quelques heures où ils font ça sur la nuit, et ils vous donnent un morceau de papier aussi, l'enregistrement, qui vous sera aussi demandé pour beaucoup de démarches, et dans tous les cas, il faut l'obtenir dans les 7 jours après votre arrivée dans une ville. Donc voilà, c'est les 2 papiers à obtenir systématiquement quand vous arrivez en Russie, et dont vous risquez d'avoir besoin pendant tout votre séjour en fait. Ensuite, pour ce qui est de la vie quotidienne, la Russie est un pays très confortable, les taxis ont des prix assez abordables, donc en général, par exemple, si vous faites une course assez longue de 30-40 minutes à Moscou, ça va coûter dans les 10 €, quelque chose comme ça. Ça dépend bien sûr, si c'est en heure de pic, ça peut coûter bien plus cher, en heure creuse, moins cher que ça, mais c'est tout à fait abordable, les taxis sont rapides. Tout le monde passe en général par l'application Yandex Taxi, que je vous mettrai aussi en description. À Moscou, à vrai dire, le métro est tellement efficace que c'est souvent plus rapide de prendre le métro que de prendre le taxi. Donc pareil pour le métro, vous avez Yandex Maps, que je vous mettrai aussi en description, qui permet de planifier tous vos déplacements. Vous pouvez voir en temps et en heure les bus qui s'approchent, donc c'est vraiment hyper simple. Moi, dès que je suis arrivée à Moscou, j'ai pas été perdue une seule seconde, parce que vous avez des applications qui sont tellement performantes que c'est difficile de se perdre, disons. Le métro est très bien indiqué aussi, ça coûte pas très cher, ça coûte moins d'1 € le ticket.
Ça dépend bien sûr de la zone, mais en général c'est pas très cher. Pour ce qui est de la sécurité, il n'y a aucun problème dans les grandes villes, vraiment pas de peur à avoir. Si vous êtes une femme, si vous voyagez seule, ce sera pas non plus un problème, c'est tout à fait faisable. Moi je fais ça tout le temps, en Russie, même en dehors des grandes villes. Donc ça par rapport à la France, c'est vraiment un level en dessous, disons, de difficulté. Les gens sont pas agressifs, si vous perdez un truc en général, ils vous le rapportent. Vous pouvez laisser des affaires personnelles, même assez chères, les gens en général n'y toucheront pas. Enfin, je vous déconseille d'essayer, mais c'est bien plus sécurisé qu'en France et les gens sont bien plus civils, donc là-dessus, ça facilite la vie. Même chose pour tout ce qui est ouverture de magasins, restaurants, etc. Les restaurants sont généralement ouverts à peu près toute la journée. Il y a toujours des cafés à peu près partout où vous pouvez manger à n'importe quelle heure. Bon, pas au milieu de la nuit bien sûr, mais ils sont ouverts bien plus longtemps qu'en France. Le dimanche aussi, il n'y a aucune différence avec le reste des jours de la semaine. Tout fonctionne, tout est ouvert, les magasins sont ouverts, les centres commerciaux sont ouverts. Donc pas besoin de planifier à l'avance et le pays ne meurt pas tous les dimanches comme la France. Après évidemment, il y a d'autres petits dangers auxquels on ne pense pas forcément, surtout l'hiver. Donc évidemment le froid, on n'est pas toujours préparé quand on est français. Moi je sais que la première fois que je suis allée habiter dans un pays froid, à Québec, j'avais 19 ans, j'étais pas prête, j'étais complètement folle. Donc on n'est pas toujours préparé au froid, il faut vraiment bien se couvrir. Et je dis ça parce que les Russes me reprochent toujours de ne pas mettre de chapka ou de pas être assez couverte. Et il y a aussi cette année tout particulièrement, parce qu'on a eu quand même des températures assez froides, les stalactites qui tombent des côtés des immeubles, donc il faut faire attention quand on marche à côté des immeubles. C'est un truc auquel on pense pas, mais c'est vraiment hyper dangereux quand vous avez un énorme morceau de glace qui vous tombe sur la tête, ça fait pas plaisir. Et puis évidemment les chutes, surtout à Saint-Pétersbourg, où il ne déblaye pas forcément la neige, où il y a pas mal de glace tous les hivers. Ça arrive très vite et ça peut faire très mal. Donc voilà, l'hiver, il faut un peu se renseigner sur les conditions climatiques, mais sinon la vie est facile en Russie et les déplacements sont faciles, je trouve. Enfin, je pense que c'est largement plus difficile pour un Russe d'aller se promener en France que pour un Français d'aller se promener en Russie, si on parle simplement de la vie quotidienne, juste parce qu'en Russie, la vie est quand même plus efficace, surtout dans les grandes villes. Et puis juste sur le niveau de la sécurité. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense que j'ai quand même fait le tour à peu près de tout ce qu'il fallait dire, en tout cas pour l'essentiel. Et je vais aller libérer le pauvre chien qui tourne en rond dans le bureau. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si vous en avez d'autres. Et puis merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et bon voyage en Russie, j'espère que vous y arriverez. Mais non, mais viens pas me voir. Je suis en train de faire une vidéo, tu comprends pas? Tu comprends pas? Lucky. On voit ton nez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon micro que tu veux. Mais quoi? Mais Lucky, je suis en train de travailler. Va faire dodo. Non, va faire dodo. T'es pas content, hein? Va faire dodo. T'es bien là sur le tapis. Lucky. Bref.